Super. Alors, je me tourne vers l'administration. Est-ce que tous les présents sont là? C'est bon? On est au complet. Allez, super. Nous allons donc pouvoir commencer. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, la séance est ouverte. Je vais procéder à la désignation d'une secrétaire de séance en vous proposant de désigner Madame Varchosaz, notre Benjamine, qui va donc procéder à l'appel des conseillers. Madame Varchosaz. Madame Agnès Potier-Dumas. Présente. Monsieur David Xavier Weiss. Présent. Madame Sophie Deschiens. Présent. Monsieur Bertrand Gaborio. Présent. Madame Laurence Bourdet-Matisse. Monsieur Jean-Yves Cavallini. Madame Isabelle Coville. Monsieur Philippe Launay. Madame Olivia Zera-Lugaski. Monsieur Frédéric Robert. Madame Eva Haddad. Monsieur Stéphane Decreps. Présent. Madame Elsa Chély, excusée, représentée par Madame Haddad. Monsieur Christian Mortel, retardé, représenté par Monsieur Leduc. Madame Sophie Élisian. Monsieur Jérôme Kerkulowski. Madame Martine Rouchon. Monsieur Giovanni Bueno, excusé, représenté par Monsieur Decreps. Madame Marie Combel. Madame Constance Brault, excusée, représentée par Madame Varchosaz. Monsieur Bruno Fellous, excusé, représenté par Monsieur Sanogo. Monsieur Jacques Poumette. Monsieur Marley Makindou Tangou. Monsieur Léopold Claude Sanogo. Madame Mélissa Varchosaz, présente. Monsieur Eddy Garot. Monsieur Julien Denègre. Madame Valérie Fournier. Monsieur Sacha Giffa. Madame Annelise Talens, excusée, représentée par Monsieur Poumette. Monsieur Aubin Leduc. Monsieur Yvon Levesque. Madame Hélène Courade. Monsieur Stéphane Geffrier. Madame Maroussia Hermeneux. Madame Frédéric Collet. Madame Catherine Vaudevire. Monsieur Christophe Carle. Madame Françoise Thire. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini. Madame Charlotte Audan. Excusez. Ouais. Monsieur Sacha Alphen, retardé. Monsieur Nourdine Gandou, retardé ou excusé. Okay. Madame Déborah Copagnac. Madame Pascal Fondeur. Monsieur Lies Messatfa. Monsieur Baptiste Nouguier. Madame Aurélie Trottin. Monsieur Stéphane Chabaye, excusé, représenté par Madame Fondeur. Je vous remercie. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc valablement délibérer. Avant d'aborder les points fixés à l'ordre du jour, je vous informe que conformément aux articles 32 et 33 du règlement intérieur du Conseil municipal, j'ai reçu communication ce mardi 16 décembre d'une question orale de Madame Pascal Fondeur. La question orale a été ajoutée à l'ordre du jour du présent Conseil et sera abordée à la fin de la séance. Nous commençons donc avec les points inscrits à l'ordre du jour, le compte-rendu des décisions municipales dont chacun a pu prendre connaissance. Il y en a peu puisque nous nous sommes vus déjà le mois dernier. Une bonne nouvelle quand même à valoriser parmi ces décisions municipales, l'installation d'un distributeur de billets à côté du marché Henri Barbusse. C'est-à-dire que ce n'est pas sous la halle, mais c'est juste derrière, côté rue Carnot, pour que le distributeur de billets soit accessible 7/7, 24/24, y compris quand la halle du marché est fermé, mais ça, il a bien sûr vocation, il a été installé ici pour faciliter les achats sous la halle du marché et dans le centre-ville, très commerçant. Voilà. Donc c'est une bonne chose, je profite de ce conseil pour communiquer dessus. Ça vous fait rire, monsieur Decreps? Ça me réjouit. Ça vous réjouit, bien sûr, comme tout un chacun. Des questions sur ce compte-rendu succinct des décisions municipales? Il n'y en a pas, j'ai oublié le PV, vous avez tout à fait raison. L'approbation du procès-verbal, donc le compte-rendu des décisions municipales, nous prenons acte. L'approbation du procès-verbal de la dernière séance, est-ce qu'il y a des remarques, des demandes d'ajout, de modification? Il n'y en a pas, je mets aux voix, qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Procès-verbal adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons donc dans le vif du sujet, aux affaires financières. Et avant de parler du budget, nous allons parler de la participation des familles aux activités périscolaires et extrascolaires, avec une délibération présentée par Madame Bourdet-Matisse. J'arrive. La souris aussi est fatiguée.
Non, c'est pas de vous, c'est pas de votre faute, Madame Bordé-Mathis, c'est ma souris qui... Je ne sais pas. Celui de mon voisin, vous voulez que j'essaye? Non, mais le problème, je n'ai pas le contrôle. Non plus. Est-ce que l'informatique pourrait venir regarder? Bon, pour avancer, regardez. Hop! Allez-y. Oh là là. Je vous remercie, Madame le maire. Alors, cette fixation des montants, pardon, cette fixation des nouveaux tarifs. Alors, il y a quelques augmentations. Je préciserai en avant-propos qu'il y a 4700 enfants dans les écoles publiques de Levallois et le pourcentage est énorme puisque 97% des enfants participent aux activités périscolaires et extrascolaires. Légère augmentation, donc je vous disais, pour la ruche qui passe à 38,80 € par trimestre. Et l'aide aux devoirs, vous savez, c'est l'aide qu'on apporte aux familles dont les enfants ont des difficultés. C'est un tarif annuel, je précise, qui permet aux enfants d'aller être aidés par des étudiants qualifiés. Dans l'aide à leurs devoirs, c'est pas l'étude dirigée, c'est vraiment sur des enfants précis et identifiés par l'éducation nationale. Et le tarif annuel est quand même assez compétitif puisque malgré l'augmentation, nous restons à 13 €, nous passons à 13,50 € annuels. Voilà, vous dire, Madame le maire, que nous avons aussi, vous avez décidé, vous nous avez demandé de bien vouloir accorder aux enfants des enseignants dont les parents, donc, dont l'enseignant n'habite pas sur la commune de Levallois. Jusqu'à présent, ils étaient au tarif non levalloisien, ce qui représentait un coût certain pour les familles qui étaient donc non levalloisiennes. Et donc, vous nous avez demandé de déroger à ce principe-là pour donc les enfants des enseignants et de maintenant appliquer un quotient familial, donc ce sera en fonction des revenus de l'enseignant. Je précise enfin que si nous avons donc quelques augmentations, la restauration scolaire n'augmentera à nouveau pas. Et je tiens à préciser que c'est un coût qui est absorbé par la ville et qui est un coût important, puisque vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses denrées ont augmenté, voire flambé pour certaines. Donc, l'augmentation impactée par notre prestataire de service ne sera pas reflétée sur le portefeuille des familles qui, actuellement, sont assez sollicitées. Voilà, je crois vous avoir parlé de tout. Voilà, si vous avez des questions. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix cette fixation des tarifs qui, comme l'a très bien expliqué Madame Bordé-Mathis, se traduit par une non-augmentation des tarifs de la restauration scolaire qui restent strictement identiques à ceux de l'année dernière malgré la flambée des coûts et une très légère hausse sur les études dirigées pour les enfants qui en bénéficient. Voilà. Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Abstention, je vous remercie. La numéro 3, même chose, mais cette fois-ci pour nos concessions de terrain, caveaux en élévation, enfin bref, les tarifs du cimetière. Madame Rouchon, vous avez la parole. Merci, Madame le maire. C'est fort. Ma souris est un peu faiblarde, mais alors votre micro, ça dépote. Donc en 2026, les tarifs des vacations funéraires ainsi que ceux des caveaux restaurés et des chapelles resteront inchangés. Seule une augmentation de 2% est proposée pour l'ensemble des équipements. Il est également proposé de fixer le tarif des prochains équipements, les cavernes Sirocco, qui seront installées donc en 2026. Et ce tarif sera identique à celui des cavernes Mistral qui ont été installées en 2025. Très bien. Donc, petite augmentation de 2% sur les vacations, pardon, sur les équipements existants, à l'exception des chapelles à restaurer pour lesquelles le tarif reste le même.
et les nouveaux équipements, parce qu'au fur et à mesure, on a des nouveaux équipements qui viennent augmenter l'offre du cimetière, et donc on fixe des tarifs au fur et à mesure de ces nouveaux équipements livrés. Pas de difficulté, je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. La numéro 4, la fixation du taux et produits de fiscalité directe locale pour 2026. Délibération qui va nous permettre de répondre à cette question. Les impôts vont-ils augmenter à Levallois en 2026? Monsieur Robert. Merci Madame le maire. Je vais garder le suspense encore quelques instants pour vous expliquer que, comme tous les ans, nous sommes invités à délibérer pour adopter les taux de fiscalité pour l'année suivante, en l'occurrence 2026. Et nous allons donc statuer sur les taux de taxes foncières sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties et sur la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Voilà. Et donc nous allons, c'est une grande surprise, laisser les taux totalement inchangés à 22,93% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, à 19,33% pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et non, sur le foncier bâti, pardon, et sur... Non, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Et 34,96% sur le foncier non bâti. Avez-vous des questions? Donc les impôts n'augmentent pas. Donc les impôts, c'est ce que j'ai dit en intro, les impôts n'augmentent pas, comme ils n'ont pas augmenté tout au long du mandat. Très bien, merci Monsieur Robert. Des questions? Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Abstention contre l'augmentation des impôts, alors contre la non-augmentation des impôts. Très bien. La numéro 5, je vais devoir sortir, ainsi que messieurs Weiss, Madame Coville, Monsieur Gaborio, Monsieur Fellous, Madame Élisian, Madame Brault, Monsieur Garot et Madame Hermeneux, pour pouvoir voter les subventions aux organismes à vocation culturelle pour l'année 2026. C'est Monsieur Decrepes qui la présentera. D'accord. Eh bien, très bien. Et je peux revenir pour la 6. Oui, je peux revenir pour la 6. Donc voilà, je vous laisse, Monsieur Decrepes, faire la 5, s'il vous plaît. Oui, chers collègues, on va attendre que Madame le maire sorte de la salle du conseil municipal. Voilà, c'est fait. Juste pour vous dire que cette délibération n'est pas différente de celle de 2025. Voilà. Et donc, mêmes associations, même montant de subvention. Voilà. Monsieur Nouguier, allez-y. Oui, merci Monsieur l'adjoint. Je souhaitais revenir sur le montant des subventions, puisqu'il y a quand même des chiffres qui interpellent. On est à 1 400 000 pour le Valois Communication, 565 000 pour le Valois Culture. Alors si on rajoute les autres lignes budgétaires sur la culture, bon, on arrive à 700 800 000 pour la culture, mais donc, il en ressort que la ville accorde près du double à la communication. Donc j'entends qu'on est dans un monde où la communication est importante, mais il y a là un sens des priorités que je trouve questionnable. Et c'est tout particulièrement le cas lorsqu'on la communication se met au service de l'action de la majorité et de Madame le maire. Si on prend par exemple le dernier Info Levallois, Madame le maire apparaît plus de 30 fois en photo dans le magazine de la ville. Donc j'aimerais dire que c'est une exception, mais non, parce que ça a été une constante pendant tout le mandat. On voit que ça a été un des marqueurs de ce mandat, avec une communication très axée sur la personne de Madame le maire et la campagne qui est menée par la majorité. Deuxième point, et non des moindres, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'évolution, mais pourtant il y a une évolution à la baisse sur le Valois Culture, puisque l'an dernier on était à 600 000 euros, et là on passe à 565 000 euros. Donc c'est quand même moins 6%. Là encore, quand il s'agit de faire des coupes dans les subventions, je pense que c'est un très mauvais signal. Et on voit que la culture, monsieur l'adjoint en plus, vous êtes particulièrement concerné, n'est pas votre priorité. Je le déplore, je le regrette. Et je voterai ainsi contre l'attribution de ces subventions.
Très bien, Monsieur Nouguier. Bien, écoutez, vous savez que vous avez parlé de la communication municipale, mais vous avez regardé le bulletin municipal, c'est bien. Je vous félicite. Il est très bien fait. Et il est normal que les Levalloisiens voient leur maire. C'est quand même la personne la plus importante dans cette ville. Et donc, c'est normal que... Ce sont les citoyens les plus importants dans cette Oui, ville. non, mais attendez. Bien sûr, Monsieur Nouguier, c'est eux qui votent, c'est eux qui choisissent. Et précisément, ils ont choisi cette majorité et Agnès Petier-Dumas pour maire. Donc, c'est tout à fait normal que le bulletin municipal rende compte de l'activité du maire de Levallois. Moi, ce que je vois aussi, c'est ce qui se passe sur le parvis en ce moment. Et ça, c'est aussi Levallois Communication. Il y avait plein de monde devant le parvis ce soir. Je pense que les Levalloisiens apprécient ce que nous faisons. Sur Levallois Culture, je n'ai pas remarqué dans tout ce qui est fait par Levallois Culture qu'il y ait une baisse de la qualité ou du volume de ce qui est proposé en termes d'événements culturels à Levallois. C'est plutôt de la rationalisation, de l'efficience. Je pense qu'on ne pourra pas nous en vouloir. Voilà, c'est tout simple. Merci. Ah, Monsieur Robert, vous voulez faire un petit commentaire? Oui, juste pour préciser à Monsieur Nouguier qu'on a des grosses expos qui sont organisées tous les 2 ans, et donc 1 an sur 2, la subvention à Levallois Culture varie à la hausse, à la baisse, mais le fond reste inchangé. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, chers collègues, je vous propose de passer au vote. Qui vote pour? Abstention? Vote contre? C'est bien noté. Merci. On peut faire rentrer les conseillers municipaux qui sont sortis. Merci, Monsieur de Crepes. Et nous enchaînons avec la numéro 6, qui nous est présentée par Madame Haddad. Mais je m'assure d'abord que Messieurs Weiss, Monsieur Gaborio, Madame Bourdet-Mathis, Monsieur Jean-Yves Cavallini, Madame Deschiens, et voilà, les autres n'étant pas là, sont bien sortis. Alors pour rappel, ça peut vous paraître un peu étrange, ces balais un petit peu incessants qu'on a sur certaines délibérations. Pour rappel, c'est pour éviter à chacun tout conflit d'intérêts qui pourrait survenir parce que les uns ou les autres siègent dans des conseils d'administration ou dans des bureaux d'associations qui bénéficient de ces subventions. Donc là, ici, le LSC, la Société des Mariannes ou le Levallois Metropolitan Basketball Club. D'ailleurs, Madame Varchosas, pardon, je crois que vous siégez au sein des Mariannes. Donc c'est pas noté, mais je vous suggère de sortir. C'est nouveau, l'administration n'avait pas l'info, je pense. Pas grave, Monsieur Marzeski. Les autres, on est bon. Voilà. Très bien. OK. C'est parti, Madame Haddad, pour la numéro 6. Sur les subventions à nos associations sportives. Putain, c'est pas vrai. Si on pouvait me changer la souris, qui est effectivement trop fatiguée, là. Ah, ça y est, hop, tac. Vas-y, Eva. Oui, c'est bon. Merci, Madame le maire. Donc, comme chacun le sait, Levallois possède une vitrine sportive d'excellence. Nous avons, comme chaque année, des délibérations concernant l'attribution de subventions municipales aux associations sportives. Levallois Sporting Club, 3 900 000 €. En ce qui concerne la société Levallois Paris-Saint-Cloud, c'est-à-dire les Mariannes, les doubles championnes de France, 725 000 €, subvention identique à l'an dernier. Et ensuite, la société Levallois Metropolitan Basket Club pour 310 000 €, celle-ci également identique au montant de l'an dernier. Voilà. Très bien. Des questions sur ces montants de subventions? Je n'ai pas de questions. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Nous passons
à la numéro 7 que je vais vous présenter. Et là, je demande à Monsieur Launay, Madame Rouchon, Monsieur Robert, Madame Combel, Madame Élisian, Madame Fournier, Monsieur Lévesque de bien vouloir quitter la salle. C'est la dernière pour laquelle on a des entrées et sorties. Et arrivée de Robin Forget qui avait visé. Allez, tout le monde. Allez, très bien. La numéro 7, pardonnez-moi, ça va aller très vite. Montant identique pour le COS, le Comité des œuvres sociales, le Valois Découverte. Donc le COS, pardon, 850 000 € comme l'année dernière. Le Valois Découverte, 2,6 millions comme l'année dernière. L'association de services à domicile de Levallois. Non, c'est pire sur le bureau, messieurs. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, elle ne réagit pas. La SDL, 580 000 € et l'association des commerçants et artisans de Levallois, 25 000 €. La seule association pour laquelle nous avons une légère augmentation, c'est le Centre communal d'action sociale, qui œuvre pour les Levalloisiens les plus défavorisés et qui en ont le plus besoin, où nous avons une petite augmentation pour avoir une subvention à 3 250 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ces subventions relativement identiques à l'année dernière? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. En fait, il n'y a que quand je sors qu'il y a des questions. Je n'ai pas de chance. Allez, nous rentrons dans le vif du sujet, Monsieur Robert. Non, pardon. Il y en a encore une petite. Si, c'est ça. Budget primitif 2026. Monsieur Robert, je vais vous laisser la parole pour nous présenter ce budget. Revenez à votre place tranquillement. On a le temps. Donc le budget primitif est le budget vert, puisque pour la 3e année, nous vous présentons un budget vert qui flèche en fait les dépenses présentes sur ce budget 2026 en fonction de leur impact sur l'environnement. Quand vous êtes prêt, Monsieur Robert, c'est à vous. Non, mais c'est dingo en fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez-y. Ça marche, parfait. Merci Madame le maire. Madame le maire, mes chers collègues, comme tous les ans en cette fin d'année, j'ai le plaisir de vous présenter les grands équilibres du budget primitif de la ville de Levallois et sur le dernier budget de l'actuelle mandature. Vous avez tous, mes chers collègues, reçu le rapport de présentation détaillé de ce budget d'une vingtaine de pages environ, ainsi qu'un rapport technique spécifique dédié au budget vert. Et je vais donc aller directement à l'essentiel, sans m'attarder sur les points les plus, en m'attardant sur les points les plus importants. Et avant tout ça, je voudrais remercier, alors étonnamment, je ne vais pas remercier les finances ce soir, je vais remercier tous les services de la ville, parce que ce budget n'a été possible que grâce à la symbiose qu'il y a eu entre tous les services de la ville autour des finances, certes, mais tous les services ont contribué à la bonne réalisation de ce budget. Je voudrais vraiment remercier tous les agents de la ville qui ont participé à ce budget. Alors, ce budget primitif est équilibré à 290 millions d'euros, qui se répartissent en un peu plus de 213 millions d'euros pour la section de fonctionnement et près de 77 millions d'euros pour la section d'investissement. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de la répartition de ce budget, les dépenses de fonctionnement pour l'année prochaine sont prévues à hauteur de 192 450 000 euros et les recettes à hauteur de 213 355 000 euros. Ceci nous permet d'obtenir un autofinancement global de 20 905 000, quasiment 21 millions d'euros. Et cet autofinancement ira directement alimenter la section d'investissement en recettes. Justement, les dépenses d'investissement s'élèveront à 76 645 000 euros et les recettes hors l'autofinancement dont je viens de vous parler à l'instant à 55 740 000 euros. Et vous voyez tous à l'écran l'équilibre des deux sections de ce budget pour un total de 290 millions. Alors, un petit rappel sur les prélèvements, et en particulier les prélèvements exceptionnels liés à la période financière actuelle que nous vivons en France. Et comme je vous l'ai expliqué lors du précédent conseil municipal au mois de novembre, lors du débat d'orientation budgétaire,
Dans le contexte économique, aussi bien national qu'international, difficile que nous connaissons, nous avons bien entendu intégré les hypothèses du projet de loi de finances 2026, ou tout au moins les hypothèses probables du projet de loi de finances, compte tenu du retard pris par le Parlement pour voter notre budget national. Et nous avons donc inscrit à ce budget primitif 2026 4 millions d'euros liés au coût du fonds de réserve des collectivités, le fameux DILICO dont je vous ai parlé le mois dernier, dans sa version numéro 2, plus lourde encore que la numéro 1 du budget 2025. 900 000 euros relatifs à la deuxième hausse de 4 points du taux de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et 900 000 euros qui viendront directement impacter la masse salariale. Et enfin, la suppression du FCTVA en fonctionnement à hauteur de 500 000 euros. Donc globalement, le coût estimé du projet de loi de finances 2026 pour la ville est de 5,4 millions, avec 4,9 millions de prélèvements supplémentaires de la part de l'État sur les fonds de la ville et 500 000 euros de recettes en moins sur le FCTVA. Alors après ces grandes masses du budget, je vous propose maintenant le détail de celui-ci en démarrant par les recettes de fonctionnement et leur répartition en pourcentage. En premier poste, nous avons la fiscalité directe et la fiscalité indirecte pour 108,4 millions d'euros, ce qui représente un petit peu plus de 50%. Et ça correspond au panier des taxes dites ménages, c'est-à-dire les taxes foncières sur le bâti et le non bâti et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires dont nous avons voté les taux pour l'année 2026 il y a quelques minutes, ainsi que les taxes dites indirectes, telles que la taxe de balayage, les droits de mutation à titre onéreux, la taxe sur la publicité en particulier. Nous avons ensuite l'attribution de compensation reversée par la métropole du Grand Paris pour 77 millions d'euros, ce qui représente un petit peu plus de 35%. Et hors fiscalité, nous retrouvons ensuite le produit des services pour 10,5 millions, les dotations et participations pour près de 8,9 millions, les autres produits de gestion courante pour 6,5 millions, les atténuations de charges pour 1,4 million, qui sont relatives au remboursement d'assurance maladie et aux mises à disposition de personnel de la ville auprès de l'établissement public territorial Pôle de Paris-Ouest La Défense. Et puis enfin, les produits financiers, c'est le plus petit montant, mais j'insiste encore une fois dessus, les produits financiers pour 500 000 euros qui correspondent aux intérêts générés par les placements financiers que nous réalisons régulièrement maintenant depuis plus de 2 ans. Passons maintenant au détail des dépenses de fonctionnement pour lesquelles je vous invite, mes chers collègues, à vous reporter à la note de présentation du budget primitif que vous avez reçu et qui présente une lecture complète de la ventilation de ces dépenses. Je resterai donc dans les grandes masses. Sur le plan de leur répartition, on retrouve 41% des dépenses qui sont relatives aux charges de personnel pour un montant budgété de 86,6 millions l'année prochaine. Elles sont suivies ensuite des charges à caractère général à hauteur de 23%, soit 49,2 millions au global. Viennent ensuite, pour 31,1 millions, soit environ 15% des dépenses de fonctionnement, les atténuations de produits constituées par la péréquation, je l'ai dit, c'est-à-dire le FPIC, mais également par le FNGIR, et notamment le fameux montant très confiscatoire de 4 millions relatif à la reconduction du fonds de réserve originaire du projet de loi de finances. Les charges de gestion courante, qui représentent 8% du volume total de ces dépenses, soit 18,2 millions, correspondent principalement aux subventions municipales versées par la ville en soutien au tissu associatif de Levallois. Enfin, environ 3% de la structure totale de nos dépenses sont liées aux charges financières relatives à la dette, avec une prévision prudente de 6,9 millions d'intérêts de la dette pour l'année 2026. Poste qui, je vous le rappelle, est en forte diminution, malgré le contexte des taux défavorables que nous connaissons actuellement, et puisque pour la première fois depuis un certain nombre d'années, nous passons sous la barre des 7 millions de remboursement de ces charges liées à la dette. Enfin, et pour achever avec cette présentation des dépenses réelles de fonctionnement, l'autofinancement dégagé par la ville au sein de ce budget 2026, qui représente 10% du total de nos dépenses,
soit 20,7 millions d'euros, 20 millions 700 000 euros, qui permet, comme je vous l'ai dit précédemment, d'abonder la section d'investissement en recettes et donc d'assurer le financement d'une partie de nos dépenses d'équipement. Justement, puisqu'on parle d'investissement, transition facile, pour aborder la section des dépenses d'investissement, je ne ferai un focus que sur les 47,5 millions de dépenses d'équipement, puisque vous avez pu lire, mes chers collègues, dans le rapport du budget primitif 2026, que le remboursement annuel de capital de la dette, cette fois-ci, pour 2026, s'élève à 27,4 millions. En ce qui concerne les dépenses d'équipement prévues pour 2026, et conformément à ce qui avait été préalablement annoncé et communiqué lors du débat sur les orientations budgétaires, le budget 2026 prévoit les gros travaux pour le groupe scolaire Anatole France pour un peu plus de 20 millions d'euros. Le versement annuel de subventions de surcharge foncière et d'autres subventions d'équipement, en particulier au CCAS et à la BSPP, pour 3,2 millions, les investissements courants traditionnels sur le patrimoine de la ville afin d'entretenir ce dernier pour plus de 11 millions, des aménagements et des opérations de voirie et d'espaces verts pour 7,3 millions, et enfin une enveloppe d'investissements divers contenant notamment les investissements réalisés pour les équipements sportifs, mais également en matière informatique et numérique pour près de 5 millions d'euros. Et je précise, la BSPP, c'est la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Viennent ensuite les recettes d'investissement, et 37% de ces dernières font référence à l'emprunt d'équilibre d'un montant de 20 millions que nous prendrons, ou que tout au moins que nous voterons pour l'année 2026. Les autres immobilisations financières pour 28%, soit 15 millions d'euros, et qui correspondent au versement du deuxième acompte dans le cadre de la session Georges Sand, qui vous a été présentée et sur laquelle nous avons délibéré fin 2024. Les cessions d'immobilisation pour une part importante de 21%, soit un montant d'environ 11,5 millions. Ces dernières feront l'objet de présentations et de délibérations individuelles lors des prochains conseils municipaux en fonction de l'avancement des différents dossiers. 8% pour un montant de 5 millions et qui correspondent aux subventions d'investissement perçues par la ville. Ces dernières sont principalement versées par la région et par le département. Et je tiens à remercier Sophie Deschiens pour tout ce qu'elle fait à la région pour récupérer ces subventions et à remercier Madame le maire et David Weiss pour tout ce qu'ils font au département pour récupérer ces subventions départementales. Et enfin, les dotations et fonds divers à hauteur de 3,2 millions qui font principalement référence au fonds de compensation sur la TVA sur les investissements, celui-là est maintenu, ainsi qu'à la perception de la taxe d'aménagement. Très rapidement maintenant, car ce point a déjà fait l'objet d'un développement beaucoup plus précis lors du débat d'orientation budgétaire le mois dernier. Vous avez à l'écran maintenant une projection de l'évolution du stock de la dette à l'horizon de la fin de l'année 2026 et qui tient donc notamment compte des 20 millions d'emprunts nouveaux qui sont inscrits au budget primitif. Nous achèverons l'exercice 2025 avec un stock de dette de 272 millions et nous devrions achever l'exercice 2026 avec un seuil inférieur aux 270 millions. Je rappelle simplement qu'on était à 312 fin 2020. Nous serons à un seuil inférieur à 270 millions si la ville mobilise intégralement les 20 millions d'emprunts inscrits. Et si jamais on appelle moins que les 20 millions que nous allons voter d'ici quelques instants, forcément, nous serons à un stock de dette encore meilleur, encore plus bas, à la fin de l'année 2026. Voilà. Enfin, on l'a vu il y a déjà quelques minutes, pour terminer avec les aspects financiers du budget primitif 2026, le rappel de la délibération que nous avons votée juste avant cette présentation, à savoir le maintien des taux inchangés de taxes foncières, tant sur le bâti que sur le non bâti, et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors j'attaque maintenant le budget vert. Et l'équipe DD, et je remercie l'équipe DD qui a été remerciée avec toutes les équipes, ma chère Isabelle, au début. Voilà, DD, développement durable.
Donc après cette présentation technique du budget primitif, passons donc au budget vert pour lequel nous avons reconduit pour la 3e fois consécutive l'exercice sur cette année 2026 et toujours basé sur l'unique référentiel, l'unique méthode connue à ce jour déployée par l'Institut I4CE. Pour rappel, cette méthode permet la classification des dépenses de la ville au regard de 6 catégories définies et pour lesquelles je vous invite, mes chers collègues, à vous reporter au contenu du présent rapport annexé à la délibération afférente. Donc, je vous rappelle également, cet exercice et cette méthode permettent d'identifier et de comprendre les impacts environnementaux et climatiques de la ville en matière de dépenses. Le prisme adopté demeure depuis 3 ans celui de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Pour la 3e année consécutive, la ville ne cesse de progresser et fournit un nouvel effort d'abaissement des seuils fixés pour 2026 à 40 000 €. Autrement dit, toutes les dépenses supérieures à 40 000 € ont été analysées par l'équipe des finances et l'équipe du développement durable, prises en compte dans l'exercice de budget vert. En 2023, le seuil initial avait été fixé à 60 000 €, abaissé une première fois l'année dernière à 50 000 € en 2024 pour le budget 2025 et désormais fixé à seulement 40 000 € pour 2026. L'abaissement de ce seuil nous permet d'étudier et d'analyser 96,5% du budget, soit un total de 290 millions de dépenses sur le budget total de 290 millions. Je tiens à préciser que c'est pour l'équipe des finances et l'équipe du développement durable un travail de fourmi derrière, que d'analyser toutes ces dépenses. Comme les années précédentes, la méthode ne permet cependant pas une analyse complète des dépenses inscrites au budget. Certaines de ces dépenses sont extraites d'office du périmètre analysé, notamment les dépenses relatives à la dette. Difficile d'estimer l'impact sur les gaz à effet de serre de la dette. Même chose pour les atténuations de produits, c'est-à-dire la péréquation, ou les mouvements d'ordre. Et donc tout cela a été retraité pour un total de 96,6 millions d'euros. Alors, le moment que vous attendez tous, les résultats. Donc, le volume global des dépenses analysées. Dessus, vous voyez qu'on a quand même la plus grosse partie qui reste neutre, donc difficilement analysable, ou tout au moins soit neutre, soit difficile à analyser. Mais vous avez surtout 30 600 000 € de dépenses dites très favorables selon la méthodologie et 3,4 millions de dépenses favorables sous conditions. Ce qui fait qu'au total de ces 34 millions de dépenses, nous avons une progression, comme vous allez le voir ici, de l'ordre de 21%, 21,5% de notre résultat, au total de très favorable et favorable sous conditions. Donc le budget vert présente toujours une part prépondérante de dépenses neutres, je vous l'ai dit, pour 157 millions, part en augmentation par rapport à 2025, et ce en raison de l'importante tranche de travaux budgétés en 2026 relative au groupe scolaire Anatole France. En revanche, la proportion des dépenses très favorables progresse très fortement de 61%, en raison de cette même explication, ainsi que du fait du nouveau marché des bus des abeilles pour 1,3 million par an en dépenses de fonctionnement, puisqu'il n'aura échappé à personne que les bus des abeilles sont des bus électriques. Les dépenses très favorables affichent également cette belle augmentation en raison de la valorisation des efforts menés par les directions de l'enfance et de la petite enfance, que je remercie également, en matière de restauration et de fourniture de repas bio et végétariens. Enfin, les dépenses défavorables apparaissent en baisse, grâce notamment aux diminutions de certains postes de dépenses au sein des directions du garage municipal et de l'informatique. Ces évolutions positives et favorables au climat s'expliquent en partie par la hausse des opérations et nombreuses actions entreprises par la ville qui revêtent pour la majorité un volet environnemental soucieux des impacts climatiques. Il convient de souligner que le récent succès de la ville au label TET, où nous avons obtenu 3 étoiles, a notamment permis de valoriser et de mettre en exergue la démarche de budget vert et de verdissement global des finances, engagée et menée activement par la ville depuis le début de cette mandature.
Enfin, et comme les années précédentes, le rapport annexé vous permet une lecture plus approfondie des résultats par grande direction pour celles ayant le plus fort impact sur l'environnement et le climat. Alors pour conclure, je vous dirais que depuis 2020, vous aurez sûrement remarqué que la ville n'a cessé de tenter de rendre son action budgétaire et ses finances plus accessibles, plus lisibles et surtout plus transparentes. Et ce, dans un souci de rompre définitivement avec l'étiquette de ville mal gérée ou encore de ville la plus endettée de France qui collait à la réputation de Levallois. Aussi, je souhaiterais brièvement vous rappeler les nombreuses actions menées en la matière. Et avant toute chose, je vais vous donner une petite anecdote qui m'est arrivée en tant qu'adjoint en finances fin 2020, lorsque j'ai rencontré pour la première fois la directrice départementale des finances publiques. Je me suis fait tancer comme un petit écolier parce que tous les voyants étaient au rouge. Or, depuis, nous avons signé une convention partenariale tripartite avec la trésorerie et avec la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Nous avons un rapport de synthèse sur la qualité des comptes réalisés par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Tout cela pour vous dire que, finalement, en 5 ans, de mauvais élèves, nous sommes passés à bon élève. Poursuite également de la notation financière annuelle qui nous a permis de rehausser la note de la ville, note attribuée par Fitch, l'agence Fitch. Nous avons rehaussé la note de la ville de 4 niveaux, en passant de BBB+ à AA-. Sur ce sujet, je vous rappelle simplement que Levallois a aujourd'hui la note maximale qu'elle peut avoir, puisqu'aucune collectivité territoriale ne peut obtenir une note supérieure à celle de son État. La France, en ce qui nous concerne. La souscription de produits d'endettement RSE et verts, avec un mécanisme de bonification des taux, et d'ailleurs, je vous ai dit lors du dernier conseil municipal que le taux de l'un de nos emprunts avait encore baissé grâce à nos bons résultats RSE et verts. La mise en place du mécanisme des offres de concours POLD pour la récupération annuelle des excédents budgétaires qui étaient gardés dans des silos à POLD. La gestion active de la trésorerie et la démarche de placement financier qui nous rapporte, je vous l'ai dit il y a quelques instants, 500 000 € en 2026. Et bien sûr, l'élaboration annuelle du budget vert. Sans oublier, bien entendu, le rapport de la Cour des comptes qui a été présenté et délibéré en janvier dernier et qui souligne la nette amélioration et les nombreux efforts de la ville en matière de gestion et de suivi. Tous ces éléments ont contribué largement au retour de la confiance et par voie de conséquence au retour des banques qui aujourd'hui viennent nous démarcher pour nous proposer des prêts alors qu'en 2021 les portes des banques nous étaient gentiment mais fermement refermées au nez, mais aussi à ce que de grandes entreprises telles que le cabinet Mazars ou des institutions privées telles que l'Escalator, l'incubateur de start-up de Maurice Lévy qui a ouvert en 2021, choisissent Levallois pour s'installer. En définitive, quelles que soient les manières dont on essaye de tourner les chiffres pour leur faire dire ce que l'on voudrait qu'ils disent, y compris en essayant de les faire mentir parfois, la réalité implacable est là. Les banques, les entreprises, les institutions et les services de l'État ont retrouvé confiance en Levallois grâce à la justesse, à la transparence des finances de la ville, grâce à l'État et à la situation financière de Levallois depuis maintenant 5 ans. Je vous remercie tous pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos éventuelles questions. Et sinon, Madame le maire, nous pouvons passer au vote de ce budget primitif et du budget vert. Merci, Monsieur Robert, pour cette présentation très claire. Ah, si vous voulez applaudir votre collègue, allez-y. Merci. Merci. Allez, une question, Madame Fondeur, qui a une interrogation. Allez-y, Madame Fondeur. Oui, merci pour cette présentation. Juste une petite question concernant donc l'investissement de 7,3 millions voirie plus espace vert. Comment ça se ventile entre voirie et espace vert? Vous allez voir le détail. Vous avez le détail. Je vous dirais bien que vous avez le détail dans le rapport, Madame Fondeur. C'est vrai que vous parlez dans le micro, parce que ça cherche. Je ne sais plus si on a le détail. Il faut trouver la ligne. Madame Sophie. 1,5 million pour les espaces verts. Comment 1,5 million pour les espaces verts. 1,5 million, d'accord, merci. Budget 2026. Et juste une précision, on peut, si les banques
viennent nous courtiser. On peut choisir des banques qui sont moins impactantes en matière de carbone. Par exemple, la Banque Postale, avec laquelle je sais on travaille, est plutôt mieux notée d'un point de vue carbone que le Crédit Agricole, par exemple. C'est une de nos banques créancières. Je sais bien, mais vous disiez que la dette était neutre, ce qui n'est pas tout à fait exact. Ça dépend dans quelle banque on tire. La Banque Postale, c'est notamment la banque qui nous a fait un prêt pour Anatole France, justement parce que c'était un projet vertueux et qui répondait à leurs attentes en la matière. Très bien. Et oui, on travaille déjà avec la Banque Postale. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est notre plus gros... C'est là où on a le plus de... Voilà, notre plus gros prêteur. Très bien. D'autres questions sur le budget vert? Je n'en vois pas. Très bien. Je vais donc mettre aux voix d'abord notre budget primitif 2026. Je mets aux voix qui est pour... Avis contraire, abstention, très bien. Le budget vert, qui est pour? Avis contraire, abstention. Là, c'est abstention, du coup. Abstention. Abstention également? Abstention sur le budget vert. D'accord, pardon. OK. Donc, abstention sur le budget vert. Très bien, c'est noté pour moi. C'est bon pour l'administration? Pour les votes? OK. Eh bien, très bien. Plus léger, moins impactant. Nous passons à la vente aux enchères en ligne de certains biens réformés, c'est-à-dire dont nous n'avons plus l'usage parce qu'ils sont désormais obsolètes. Mais oui, mais monsieur, vous avez été très brillant, monsieur Robert, alors il n'y avait pas de question. Je sens une petite frustration chez vous. Oui, presque, mais bon. Tant pis, ça fait des mois que vous travaillez, tout ça pour ça. Non, mais c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Bien. Allez, la vente aux enchères en ligne de biens réformés, notamment quelques véhicules, des cars, des Twingo, des bus et une scie à ruban. Voilà. J'ai 6 bus à proposer aux enchères, j'ai une scie à ruban, j'ai un Peugeot 107, des scooters, des Citroën C1, bref. Tout ça pour vous dire que, comme les années précédentes, nous faisons appel à la société Agorastore pour vendre aux enchères tous les matériels, principalement des véhicules, mais également une scie à ruban, donc, qui sont relativement anciens, voire très anciens, puisque là, certains datent du début des années 2000, voire, il me semble en avoir vu un des années 90 encore. Donc tout cela va être vendu aux enchères par la société Agorastore, après un appel d'offres. Et donc, je vous propose de voter cette... délibération qui nous permet de travailler avec la société Agorastore. Alors la scie à ruban, Madame Fondeur, vous m'aviez posé la question en commission, elle est mise à prix à 500 €. Voilà. Ça sert à quoi? Je ne sais pas. Voilà. Si vous souhaitez enchérir. Allez, pas de questions, pas de difficultés. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous passons aux nombreux rapports que doivent nous rendre chaque année nos délégataires avec lesquels nous travaillons sur le gaz, l'électricité, le réseau de chaud, le réseau de froid, le stationnement, la fourrière, etc. Donc ces rapports ont été présentés assez longuement en commission, mais nous allons évidemment en reparler en conseil municipal. Et s'il y a des questions, nous les prendrons. Alors, j'ai demandé évidemment aux différents adjoints qui vont présenter ces rapports de vraiment se focaliser sur les points essentiels de l'année concernée, c'est-à-dire l'année 2024, pour pas qu'on retombe dans la raison d'être de tous ces DSP, de tous ces délégataires, leur historique, leur date de création. C'est très intéressant, mais ce n'est pas l'objet, et sinon nous y passerons la nuit. Donc vraiment, les points essentiels de l'année 2024 pour ces différents opérateurs. Monsieur Cavallini, vous commencez avec la société Levapark. J'arrive. Ça y est. Merci Madame le maire. La société Levapark est donc délégataire au titre de 3 délégations, une DSP numéro 4, une DSP numéro 5, une DSP numéro 6, cette diversité étant le fruit d'une longue histoire entre la ville et ce qui était à l'époque sa société d'économie mixte. Pour la grande clarté et la meilleure compréhension de tout le monde, je suis heureux de rappeler qu'au mois de mars de l'année prochaine,
ces 3 DSP n'en feront plus qu'une et que l'ensemble du stationnement en voirie et en ouvrage sera donc exploité dans un cadre unique. C'est vrai qu'en fait, l'historique de ces DSP, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des parkings nouveaux créés, on les intégrait dans une nouvelle DSP pour que la ville, qui est toujours propriétaire de ces parkings, puisse confier la gestion de ces parkings à l'EVAPark. Et donc, au fur et à mesure de l'arrivée de ces parkings et de leur création, des nouvelles DSP étaient créées. Et qu'effectivement, pour éviter d'avoir des DSP dans tous les sens et n'en avoir plus qu'une seule, tout converge. Et l'année prochaine, nous n'aurons plus qu'une seule DSP où nous confierons à l'EVAPark l'intégralité. Enfin, nous continuerons à confier à l'EVAPark, désormais SPL, la gestion de nos parkings au sein d'une DSP unique. Voilà. Alors, quelques chiffres et quelques faits marquants. Les rapports écrits, les 2 rapports écrits sont suffisamment détaillés pour que vous ayez eu tout loisir de les consulter. À la fin de 2024, car on parle bien de l'exercice 2024, il y avait à Levallois 8830 places de parking réparties en 22 parkings et il y avait en surface 3133 places payantes. Des 3 DSP qui n'en feront donc plus qu'une l'année prochaine, 2 ont été très légèrement en déficit. La DSP numéro 4, c'est un déficit modéré, mais malheureusement structurel. Et donc, tant que cette DSP numéro 4, qui couvre la gare et Jules Guesde, ces 2 parkings-là, perdurera, on sera obligé de constater que les frais de fonctionnement ne sont pas couverts par les recettes. Et donc, le déficit a été de 227 662 000 euros, en diminution, mais réel quand même. La DSP numéro 5 est quasiment à l'équilibre, c'est notamment elle qui prend SO-Ouest en compte, sachant que les recettes de SO-Ouest, je vous le rappelle, avaient été très fortement impactées pendant la période de Covid, et que si elles remontent aujourd'hui, elles remontent régulièrement, mais assez lentement. Et puis la DSP numéro 6, qui regroupe déjà majoritairement l'ensemble de nos parkings, est-elle majoritaire. Voilà. Au total, l'ensemble des recettes liées au stationnement s'est élevé à 9 269 000, ce qui représente une augmentation globale de 6,17% par rapport à 2023. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet exercice 2024, avec un petit rappel. En 2024 a été approuvée la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage entre l'EVAPark et la Semarel pour la construction de la halle Henri Barbus, qui vient donc d'être livrée et qui aujourd'hui est vraiment le parking modèle. Pour nous, c'est une vitrine de ce que l'EVAPark pourra faire dans les années à venir. En 2024, toujours, la SEM s'est donc transformée en société publique locale. C'est dire qu'aujourd'hui, elle est totalement intégrée à la structure municipale. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces délégations concernant le stationnement, voirie et ouvrage. Et bien sûr, on est à votre disposition pour répondre aux questions. Merci. Monsieur Cavallini, des questions, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Nous allons donc approuver le rapport des représentants et prendre acte de la communication du rapport d'activité. Est-ce que vous voulez un vote formel, monsieur le directeur des affaires juridiques, monsieur le directeur? Oui. Donc nous allons voter, acter le fait que nous avons bien pris acte. Je mets aux voix pour, avis contraire, abstention. Il n'y en a pas, je vous remercie. Même chose sur le 12, le rapport, cette fois-ci, le rapport annuel d'activité du délégataire. Je mets au... Non, pardon, là c'est un prend acte simple. C'est un prend acte simple. C'est bon pour vous? Le conseil municipal prend acte. Même exercice avec la Semarelp, Société d'économie mixte d'aménagement. Pour 2024, pas de changement ni au niveau des statuts, ni au niveau de la composition du conseil d'administration, ni
Au niveau de la répartition du capital social, où la SEM reste toujours détenue à 80% par la ville de Levallois. Le rapport reprend également les différents conseils d'administration et assemblées générales qui se sont tenus au cours de l'année. Vous avez le détail de ce qui a été acté lors de ces séances. Sur les comptes 2024, chiffre d'affaires 2024 est de 1,8 million contre 3,8 millions en 2023. Les charges d'exploitation ont également baissé, un peu plus de 3 millions en 2024 contre 4,9 millions en 2023. Les capitaux propres sont restés assez stables puisqu'ils étaient de 43 millions à la fin de l'exercice 2024 contre 44 millions l'année précédente, soit un résultat net déficitaire d'un peu plus d'1 million d'euros, 1 158 000 euros. Pourquoi ? Parce que, comme on le voit aussi dans ce rapport d'activité, l'année 2024 a été pour la Semarelp une année d'investissement sur différentes opérations qui produiront des bénéfices dans les années à venir, et notamment dès l'année prochaine, dès 2026. Voilà. Sur les opérations de l'activité de la société, on retrouve soit des opérations menées en propre, comme par exemple l'opération 29 rue Paul Vaillant-Couturier, sur le terrain que nous appelons Postimo, et les terrains adjacents à Postimo, où une opération est en train de se monter, opération qui n'est pas encore terminée et sur laquelle je n'ai pas encore ni de projet arrêté ni de programmation à vous annoncer. Mais en tout cas, l'ASEM était partie prenante de ce projet. Également l'opération dite Hutchinson, qui elle est largement lancée et dans laquelle la SEM était également partie prenante, ainsi que Sogelim, Dixens Holding et Bouygues Immobilier. L'opération également rue Baudin, dite Georges Sand, qui là aussi a été lancée. La SEM est entrée au capital du groupement qui a acheté ce terrain-là, la SEM étant détentrice de 30% du capital de ce groupement, dans lequel nous retrouvons à 40% également Le Gendre Immobilier et à 30% la Porte de Montmartre, ex-Euro Équipement, pour un achat du foncier de 42 millions d'euros. Voilà, ce terrain Georges Sand, acheté à la ville 42 millions d'euros, avec des versements anticipés qui ont été également convenus à différentes étapes. Un dépôt de permis de construire a été fait en juillet 2025 sur cette parcelle. En 2027, en juillet 2027, les lieux seront libérés. Vous savez que c'est une opération tiroir avec Anatole France, c'est-à-dire que quand Anatole France sera livré, les élèves pourront retourner sur l'école Anatole France, et ce terrain-là, qui accueillait jusque-là une école provisoire, être enfin libéré pour que ce projet puisse voir le jour, qui est un projet mixte. Alors encore une fois, on le dit souvent, Levallois est une ville très dense. Si on se pliait aux exigences des promoteurs immobiliers sur toutes ces parcelles-là, on n'aurait que du logement, que du logement, que du logement, ce que je refuse. Donc, comme on est carencé en logement et que l'État nous demande de construire du logement, on a quand même des obligations et on ne peut pas descendre en dessous de certains seuils. Mais on est au seuil maximum de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut faire en termes de production de logement. C'est-à-dire que nous avons obtenu une autorisation pour faire sur ce terrain Georges Sand. Voilà, c'est la subvention de Levallois Communication, voilà, qui justifie à grand bruit ça. Mais c'est très sympa, c'est très sympathique. Voilà, donc on revient sur Georges Sand, 60% d'activité tertiaire et 40% de logement sur ce terrain-là. On continue, on a également les activités sur lesquelles la SEM produit une assistance à maîtrise d'ouvrage et des conventions de gestion, notamment sur la SNC Levapark City Park. City Park, c'est en face du cimetière, voilà, rue Baudin. Et également une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage en 2024 avec Levapark pour tout ce qui est études et travaux de réhabilitation, de rénovation du parking du marché. On reprend aussi tout ce qui est gestion de patrimoine détenu par la SEM. Voilà ce que je peux vous dire sur le contenu de ce rapport. Point sur les opérations immobilières en cours. 30 rue du Président Wilson, opération sur laquelle la SEM était engagée en 2024. Et le rapport reprend également les opérations pour lesquelles la SEM a touché des honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, il y en a eu 3 en 2024. Voilà ce que je peux vous dire. Et comme l'a rappelé M. Cavallini, effectivement, point saillant également de l'année 2024, les villes de Courbevoie et de Levallois ont acté le fait que la société Levapark, la SEM Levapark,
dont la SEM détenait des parts, devenait désormais totalement indépendante et était transformée en SPL. Et ça, M. Cavallini en a parlé. Voilà ce que je peux vous dire pour l'activité de la SEM. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Il n'y en a pas. Nous approuvons donc le rapport des représentants et prenons acte. Vous souhaitez un vote? On fait un vote. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Du prend acte. Très bien, je vous remercie d'avoir approuvé le fait que nous avons présenté en conseil ce rapport d'activité. Monsieur Gaborio, même chose pour la Fourrière cette fois-ci. On avance, c'est bien. Et ma souris marche en plus, extraordinaire. C'est fini votre petite fête, Madame Oui. Barbet, là? C'est dommage, c'était plutôt réjouissant. C'est Noël qui arrive jusqu'au conseil municipal. Monsieur Gaborio, allez-y. Pour parler de la Fourrière, ça aurait été sympa, parce que c'est pas un sujet très fun. La Fourrière, personne n'aime jamais se faire enlever son véhicule. Mais bon. Merci Madame le maire. Allez. Mes chers collègues, comme vous le savez, la société AD2R s'est vue attribuer depuis le 1er janvier 2024 la délégation de service public concernant la mise en fourrière et le gardiennage des véhicules sur la ville de Levallois. À ce titre, AD2R doit nous remettre chaque année un rapport sur son activité et une analyse des services rendus. En synthèse, en 2024, ce sont donc 2839 véhicules qui ont été enlevés sur notre territoire. La grande majorité de ces interventions concernent principalement des cas de stationnement gênant, abusif ou d'abandon. Ça représente un peu plus de 92%. 2837 enlèvements ont été réalisés à la demande de la police municipale, contre seulement 22 à la demande de la police nationale. Concernant la sortie des véhicules du parc de la Fourrière, 2755 véhicules ont été restitués à leurs propriétaires, 69 ont été remis aux destructeurs, 26 véhicules ont été remis au domaine. Ce rapport, au titre de l'année 2024, témoigne donc de l'efficacité de notre dispositif de gestion de stationnement et de la collaboration entre la police municipale et la société AD2R, qui contribue à améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation dans notre belle ville de Levallois. Merci, Monsieur Gaborio. Des demandes, des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. C'est un prend acte simple sur cette présentation de rapport d'activité. Même exercice, même chose avec Dadoun, notre délégataire qui gère nos 3 marchés de Levallois. L'année 2024, quelques éléments à valoriser, notamment des travaux sous la halle du marché. Vous savez que nous avions régulièrement, partant de fortes pluies, des infiltrations d'eau qui coulaient directement sous les stands de nos commerçants. Donc nous avons fait ces travaux d'étanchéité, de reprise d'étanchéité des auvents, qui sont désormais achevés et tout est rentré dans l'ordre. La pose de nouvelles bornes électriques à chaîne, et oui, c'était en 2024. On a l'impression que c'est très loin, mais c'était en 2024. Ces fameuses bornes avec des chaînes qui permettent de s'abaisser quand les commerçants ont besoin de décharger, mais qui empêchent le stationnement sauvage qui nous était remonté comme un point très très négatif aux abords de la halle et qu'on n'arrivait pas à endiguer sans installation fixe comme celle-ci. Donc ça a été 2024. Et également la finalisation complète du dispositif de lutte contre les incendies, le fameux brouillard d'eau qui nous avait été demandé par les services de la préfecture et que nous avons mis en place sous ce marché qui n'en était avant pas équipé. Le règlement intérieur a également été modifié pour demander aux commerçants d'être davantage présents sur ce marché Henri Barbus, donc d'être obligatoirement présents aux 4 séances. Sur ce marché Henri Barbus, toujours 46 abonnés en 2024, avec un volume stable, mais un linéaire qui augmente un petit peu. Le marché est complet. Sur Jean Z, 13 abonnés avec une arrivée en 2024, et sur le marché Europe, 10 abonnés, donc stable par rapport à l'année précédente. L'assiduité justement des commerçants aux différentes séances est en hausse en 2024 sur les différents marchés. Jean Z notamment, 92% de présence le samedi matin contre 69 l'année précédente, et le mercredi, 48% de présence contre 39 en 2023. Donc là-dessus, présence améliorée. La collecte des biodéchets en hausse également, c'est-à-dire les commerçants trient mieux leurs biodéchets, et ça c'est très bien. Les animations commerciales également en hausse grâce à la CAL, qui nous a proposé des animations à Pâques, pour la fête des mères, pour Halloween et pour Halloween.
Donc ça, merci à eux. Et sur les aspects financiers, on voit un solde négatif pour 43 000 euros, 43 688 euros à la charge de l'exploitant d'Adoun, avec notamment des comptes un petit peu plombés à cause de l'exploitation du bar, qui accuse un déficit de 31 000 euros, voilà, sur l'année 2024. Voilà, pas de commentaires supplémentaires. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport d'activité? Il n'y en a pas. Donc nous prenons acte de cette présentation en conseil municipal. Madame Deschiens, même exercice s'il vous plaît, avec Calita, le réseau de chaud, puis Crystalia, le réseau de froid. Merci Madame le maire. Donc concernant le réseau de chaleur, sur l'exercice 2024, nous avons vu le raccordement de 15 nouveaux abonnés, dont 2 équipements municipaux, la maternelle Louis Pasteur ainsi que la maison des associations, ce qui a porté le nombre total d'abonnés à 298. Cela a nécessité bien sûr des travaux. Donc on a tiré le réseau sur 1 km 200. Le réseau, donc à fin 2024, a une longueur totale de 21 km 300. Des recettes en 2024 en hausse de 4%, et de fait une redevance versée à la ville qui a augmenté de 4% pour un total donc de 507 000 euros. Et bien sûr, vous l'avez tous compris, je pense, à la suite des nombreuses délibérations qui ont été prises en juin dernier, donc en juin 2025, sur 2024, nous avons activement travaillé au schéma directeur du réseau de chaleur pour aboutir à notre projet de géothermie et bien sûr de récupération de chaleur sur le data center de Global Switch. Donc voilà, Madame le maire, pour l'exercice 2024. Merci. Madame Deschiens, des questions sur ce réseau de chaud? Non, il n'y en a pas. Nous prenons donc acte de la présentation de ce rapport pour lequel je vous remercie. Pareil pour le réseau de froid, Crystalia. Pour le réseau de froid, donc, dénommé Crystalia, nous avons vu le raccordement de 5 nouveaux immeubles tertiaires, dont a signalé le gymnase Sreki à la veille donc, des Jeux olympiques et paralympiques, les bureaux de la Direction générale des services techniques rue Vatimesnil et l'hôpital franco-britannique. Cela porte le nombre d'abonnés à 39. Cela a nécessité des tranchées sur 812 mètres. Sur le plan financier, nous avons, Crystalia a perçu des recettes en baisse de 14% par rapport à l'exercice précédent. Cela est dû au faible taux d'occupation des bureaux durant l'été 2024 du fait des Jeux olympiques et paralympiques. La redevance versée à la ville est équivalente à celle de l'exercice précédent, donc pour un montant de 103 522 euros. Très bien. Des questions? Il n'y en a pas. Nous prenons acte de la présentation de ce rapport. Même chose pour le gaz, oui, avec le CIGEF. Alors, le CIGEF, qui est aujourd'hui le premier syndicat d'énergie de France, qui fédère 189 collectivités pour le gaz, dont le Valois. Nous avons sur le Valois 7 868 clients raccordés au gaz. Comme tous les ans, une diminution, donc 2,5% d'abonnés en moins, ce qui est normal parce que, vous l'avez bien compris, ce sont des clients qui se raccordent au réseau de chaleur.
Le réseau du gaz occupe 35 km. 12 sites municipaux sont encore raccordés au gaz. On peut citer le groupe scolaire Jules Ferry ou le potager à Fontenay-Saint-Père, qui lui ne sera jamais raccordé au réseau de chaleur. Mais pour ces 12 sites, nous bénéficions donc du groupement d'achat du CIGEF, qui nous permet donc d'acheter le gaz à tarif particulièrement avantageux. Et à signaler qu'à compter du 1er janvier 2026, ce contrat sera à 100% du gaz vert. Et enfin, sur l'exercice 2024, tout à fait en fin d'année, le CIGEF, qui est en partenariat avec le SICTOM, a reçu donc l'autorisation de lancer le projet, donc de débuter les travaux de l'unité de méthanisation sur le port de Gennevilliers, qui ouvrira ses portes en 2027, qui va accueillir 50 000 tonnes de déchets alimentaires, dont bien sûr ceux de Levallois. Cette méthanisation qui sera directement raccordée au réseau GRDF, donc sur le domaine Aropa, donc au port de Gennevilliers. Voilà, Madame le maire, pour le rapport 2024 du CIGEF. Merci. Pas de questions non plus. Nous prenons donc acte de la présentation de ce rapport. Et Madame Coville pour le CIPEREC, électricité. Merci, Madame le maire. L'année 2024 a vu une stabilité des prix d'achat pour la collectivité grâce au groupement de commandes d'achat d'électricité. Pour mémoire, en 2022 et 2023, les tarifs avaient beaucoup augmenté. La convention signée avec Enedis par le CIPEREC permet aussi de limiter les incidents de coupure d'électricité. Pour 2024, le rapport précise qu'il y a eu une coupure d'ampleur pour l'année et que la durée moyenne a baissé de 5%, la durée moyenne étant de 40 minutes pour une coupure. Le CIPEREC en 2024 a géré et contrôlé pour la collectivité, comme il le fait traditionnellement, les taxes diverses et les redevances. Pour la taxe sur la consommation finale reversée par le CIPEREC, il s'agit d'1 520 354,67 €. Et la redevance sur l'occupation du territoire pour le réseau de distribution publique d'électricité s'est montée à 181 928,40 €. Le CIPEREC a versé 455 565 € de subventions, comme il le fait pour 2024, pour le remplacement des ampoules LED en voirie et également l'achat de véhicules électriques grâce à son fonds de partenariat. Le Fonds social de précarité a permis le versement de 5 911 € pour 9 familles bénéficiaires. Et ce fonds bénéficie aux familles qui sont au tarif bleu exclusivement. Pour les énergies renouvelables, le CIPEREC facilite le développement de l'énergie solaire photovoltaïque. En 2024, le collège Buffon, qui est équipé de panneaux solaires, a produit 220 630 kWh en produits cumulés. Et la valorisation de C2E pour l'éclairage public a permis à la ville de recevoir du CIPEREC 63 180,18 €. Le dernier volet concerne la mobilité. Non, pardon, c'est l'avant-dernier. Concerne la mobilité. En 2024, 18 stations sont installées dans les parkings souterrains, ce qui représente 66 points de charge dans les parkings souterrains. À noter, le taux d'utilisation est en croissance. On est passé de 5% d'utilisation des bornes électriques en 2023 à plus de 11% en 2024. Juste une précision, le taux moyen en surface, c'est intéressant de le savoir maintenant, le taux moyen en surface est de 30% d'utilisation. Le groupement Sipenco permet le pilotage des réseaux télécoms et en 2024, la redevance versée à la ville a été de 46 114,90 €. Merci, Madame le maire. Très bien, Madame Coville, merci beaucoup. Pas de questions non plus. Il n'y en a pas. Nous prenons donc acte de la présentation de ce rapport. Juste quelques mots pour vous dire que c'est évidemment tous ces réseaux qu'on entretient et qu'on développe, notamment pour ceux du chaud et du froid, parce que ça permet de
de rafraîchir et de chauffer de manière beaucoup plus écologique et économique les différents bâtiments qui sont raccordés au fur et à mesure. Alors pour le froid, c'est quasiment exclusivement que du tertiaire. Pour le chaud, c'est également des copros privés qui chaque année nous demandent à être raccordés, ou des bailleurs sociaux d'ailleurs qui au fur et à mesure raccordent leur immeuble au réseau de chaud. Ça permet quand même de faire baisser la facture in fine par rapport à des immeubles qui ne sont chauffés qu'au gaz ou à l'électricité. Donc ça, c'est plutôt bien. Et encore une fois, ça a des vraies vertus écologiques. Donc j'entends l'agacement que peuvent provoquer certains travaux, et personne n'est fan de travaux ici. Ça fait du bruit, ça fait de la poussière, c'est pas agréable. Et oui, on les fait tous en même temps l'été parce que c'est quand même là qu'il y a le moins de Levalloisiens présents et que c'est là qu'on gêne le moins malheureusement, et c'est effectivement pas pendant la saison de chauffe, parce que si on le fait pendant la saison de chauffe, ça ne marche pas. Donc les travaux, c'est jamais agréable, mais c'est évidemment pour entretenir tous ces réseaux, et c'est indispensable de le faire. Souvenez-vous, il y a quelques années encore, on avait des grosses coupures d'électricité à répétition qui duraient plusieurs jours. C'est des choses qui arrivent moins. Alors je touche du bois pour que ça n'arrive pas, voilà, mais ça arrive quand même beaucoup moins. Et ça, c'est justement parce qu'on autorise les concessionnaires à entretenir leur réseau, et on les oblige même à entretenir leur réseau. C'est plusieurs millions d'euros qui ont été investis par chacun depuis le début du mandat pour pouvoir mettre à niveau ces réseaux, notamment gaz, électricité, pour pas qu'il y ait, et l'eau, c'est la même chose d'ailleurs, sur les réseaux d'eau, on fait la même chose, pour pas qu'il y ait de difficultés après et que ça crée des problèmes en cascade. Madame Rouchon, dernier rapport d'activité, celui du CIFUREP cette fois-ci, le syndicat moins connu, le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne. J'arrive, pardon, vous m'envoyez trop vite. La ville de Levallois donc adhère depuis de nombreuses années donc au CIFUREP. Le CIFUREP a déposé son rapport d'activité 2024. Donc je ne vous détaillerai pas ce rapport, mais il est consultable sur vos tablettes en son intégralité. Il est également consultable à la direction juridique et administrative et au cimetière de Levallois. Merci, Madame Rouchon. Bon, là-dessus, pas de difficulté, il est vraiment simple. Pas de difficulté. Nous prenons donc acte de la présentation de ce rapport. Et pour ceux qui sont... Alors d'ailleurs, tous ces rapports sont consultables, si vous le souhaitez, pour ceux que ça intéresse, sur demande. Allez, nous reprenons avec les affaires d'urbanisme, Monsieur Cavallini, avec l'acquisition de 8 places de parking dans le parking Levapark de Louise Michel, où il y a des places qui sont encore des places privées que nous rachetons au fur et à mesure. Cette fois-ci, nous avons la possibilité d'en racheter 8 et nous les rachetons. Merci, Madame le maire. Vous avez tout dit. On a déjà acheté on a déjà par le passé racheté un certain nombre de places privées pour les remettre dans le circuit normal à destination des automobilistes levalloisiens et de pouvoir les louer à taux horaire. On a là 8 places supplémentaires qui sont vendues par un investisseur de l'époque. On les rachète à un prix intéressant. 20 000 euros la place. 20 000 euros la place. Pour information, la précédente acquisition avait été faite à 23 000 euros. C'était une estimation des domaines de l'année dernière, 2024. Très bien. Merci. Pas de difficulté, pas de questions sur cette délibération. Il reste une trentaine aujourd'hui de places privées au sein de ce parking-là qu'on rachètera au fur et à mesure. Si on en a la possibilité, quand on en aura l'opportunité. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Il n'y en a pas. Madame Deschiens. Ah oui, le contrat eau, trame verte et bleue, climat de la Seine centrale urbaine. Alors un titre un peu trop long, mais pour quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est encore une fois un contrat auquel nous adhérons et qui va nous permettre de faire correspondre certains projets que l'on mène, certains projets d'investissement, avec certaines ambitions portées par ce contrat, ce qui nous permettra d'avoir des subventions pour ces projets fléchés. Allez-y, Madame Deschiens. Oui, merci, Madame le maire. Donc, effectivement, ce contrat eau, trame verte et bleue climat s'inscrit dans une démarche pour la préservation de la ressource en eau, la protection et la restauration de la biodiversité, de la nature en ville, ainsi que l'adaptation au changement climatique. Et il est initié par 3 acteurs qui sont l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris. Donc, ce contrat s'articule autour de 4 grands enjeux. Le premier, qui est de gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur
en renforçant la place de la nature en ville. Le deuxième qui est de protéger et économiser la ressource en eau. Le troisième qui est de restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre d'une trame verte et bleue régionale en adéquation avec le schéma régional de cohérence écologique. Et le quatrième qui est sensibiliser, éduquer à l'environnement, suivre et coordonner les actions. Et pour être éligibles à ce contrat, les projets doivent répondre à la fois aux objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie, c'est-à-dire de l'Agence de l'eau, du plan vert d'Île-de-France Nature et du schéma régional de cohérence écologique de la stratégie régionale de la biodiversité et bien sûr de la stratégie nature et le plan climat-air-énergie de la métropole du Grand Paris. Donc nous avons listé un certain nombre de projets, étant précisé qu'en cours de contrat, il est tout à fait possible d'en ajouter. Et aujourd'hui, ce qu'il est proposé nous permet d'avoir un montant éligible aux subventions pour ces différentes opérations qui s'élève à 2 773 530 € hors taxes. Donc vous avez des opérations à la fois de végétalisation, de désimperméabilisation, de cours d'école, de désimperméabilisation des aires de jeu, ce que nous faisons depuis quelques années maintenant, d'extension du square de la gare, par exemple, enfin toutes ces opérations qui sont d'ores et déjà bien inscrites, et aussi une opération particulièrement intéressante qui est d'ores et déjà inscrite au budget 2026, qui est la réutilisation des eaux de lavage des filtres, des eaux usées provenant des lavages de filtres, des 5 filtres du centre aquatique, des pédiluves et des analyseurs de chlore, par l'installation en sous-station d'une cuve de récupération et de stockage des eaux, qui permet donc d'une cuve séparée, qui permet donc de nettoyer cette eau et ensuite de la réinjecter après, bien évidemment, décantage et traitement par un système d'ultrafiltration dans le circuit pour le même usage. Voilà. À titre d'information, c'est un investissement global de 211 000 €, dont on sait à minima que la subvention peut être de 100 000 €. Voilà, Madame le maire, ce contrat eau trame verte. Je pourrais préciser également que c'est donc que nous repartons pour un deuxième contrat, puisque sous votre impulsion, nous avons pour la première fois, le Valois pu initier un premier contrat qui nous a permis de bénéficier de soutien sur les opérations de végétalisation, par exemple, de la rue Louise Michel, bien évidemment de la rue Barras, de la place Jean Zay, du bassin écologique de la Planchette et bien sûr, je n'oublierai pas de citer le projet du groupe scolaire Anatole France. Très bien, et parmi les opérations attendues, je crois, et qui sont fléchées sur ce contrat, il y a l'aménagement et la végétalisation de la rue Jules Verne. On va essayer de résoudre les problèmes de stationnement et de stationnement sauvage en aménageant et du stationnement autorisé et en reformatant un petit peu la rue et en ajoutant de la végétalisation. Voilà, projet prévu en 2026, je le dis parce que je sais qu'il était attendu par les habitants de cette rue. Voilà, des questions ? Des questions, il n'y en a pas. Je mets aux voix la numéro 22 sur ce contrat eau, trame verte et bleue, qui est pour. Avis contraire, abstention, je vous remercie. Nous enchaînons, Monsieur Launay, avec les affaires de personnel. On avance bien, c'est bien. Allez, la 23 et la 24. Monsieur Launay, s'il vous plaît. Merci, Madame le maire. Bon, c'est une délibération, mes chers collègues, que vous avez l'habitude d'avoir. Et ce tableau, effectivement, recense l'ensemble des emplois ouverts au sein de la ville. Alors, je vais vous donner un petit détail. La présente délibération permet de le mettre à jour en prévoyant. Donc, on a 2 suppressions de postes, 6 transformations de postes, un échange d'intitulés de postes
et ouverture au cadre d'emploi et des rédacteurs pour faciliter un futur recrutement. Et enfin, on a une ouverture au cadre d'emploi des adjoints du patrimoine dans le cadre d'un futur recrutement. C'est ce que expose cette délibération. Je voudrais remercier la DRH et l'ensemble des services parce que cette réactualisation à chaque conseil nous permet d'évaluer effectivement la réalité des agents sur la ville de Levallois. Je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà pour cette délibération. Merci, Monsieur Launay. Pas de questions, pas de difficultés. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention. Il n'y en a pas, je vous remercie. Monsieur Launay, la 24 également. Tableau des effectifs au 1er janvier 2026. Oui, tableau des effectifs au 1er janvier 2026. Bon, la présente délibération a pour objet d'approuver la version actualisée du tableau des effectifs au 1er janvier 2026, intégrant les ajustements que je vous ai précédemment exposés, qui sont adhérés pour 2026. Voilà, mes chers collègues. Merci, Monsieur Launay. Pas de difficulté. Je mets aux voix qui est pour. Avis contraire, abstention. Il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous passons aux affaires d'ordre général avec plusieurs conventions de groupement de commandes et notamment une convention de groupement de commandes entre la ville et la caisse des écoles en vue de la passation d'un marché pour la fourniture, la production et la livraison de repas en production sur place pour nos structures, enfin pour nos crèches, voilà, pour nos structures de la petite enfance. Le marché que nous avons arrive à échéance juste avant la rentrée scolaire 2026, donc nous relançons le marché. Souvenez-vous, nous avions essayé de le faire l'année dernière en faisant correspondre les marchés que nous lancions pour les structures de l'enfance, c'est-à-dire écoles et centres de loisirs, et les structures de la petite enfance. Simplement, les offres que nous avions reçues pour la petite enfance, en fait, il n'y en avait qu'une. L'offre que nous avions reçue pour la petite enfance n'avait pas été jugée satisfaisante. D'abord parce que nous n'en avions qu'une, et ensuite parce que les tarifs proposés à ce moment-là étaient de 25% plus élevés que ceux qui sont pratiqués aujourd'hui. Donc nous avons choisi de ne pas poursuivre, enfin de ne pas donner suite à cette proposition qui nous était faite, de continuer encore un an avec les tarifs actuels, avec le marché avec lequel, dont nous disposions. Là, on arrive vraiment au bout du bout. Il va falloir le relancer. C'est l'objet de cette délibération, en espérant que nous ayons plusieurs entreprises qui répondent à notre appel d'offres et que les prix soient... alors, une augmentation, on s'attend malheureusement à ce qu'il y ait une augmentation, en espérant qu'elle soit néanmoins bien plus maîtrisée que ce que nous avions eu. Cette délibération permet de vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons 12 crèches qui sont livrées par Happy Restauration en cuisine sur place, c'est-à-dire qu'en fait Happy livre de quoi préparer les repas, et les repas sont préparés sur place par un cuisinier également mis à disposition par la société Happy. Donc 12 crèches sont livrées sont en cuisine sur place. En début du mandat, nous n'en avions plus. Ou est-ce qu'il y en avait peut-être une encore, Monsieur Forget? Ou il n'y en avait plus du tout? Il y en avait encore une. En tout cas, on a fait le mouvement inverse de pouvoir reproposer de la restauration sur place, qui est quand même, enfin de la cuisine sur place dans nos crèches, parce que c'est quand même beaucoup plus apprécié des familles. Ça permet de faire un peu plus de cas par cas en fonction des bébés et de ce qu'ils mangent et de leur état de santé parfois. Voilà, ça permet d'adapter beaucoup plus et c'est très bien. C'est assez apprécié des familles, donc je m'en réjouis. On a toujours une crèche qui est aujourd'hui livrée par Happy en liaison froide. Il s'agit des Mouettes, où là où nous allons devoir faire des travaux d'aménagement plus importants pour pouvoir passer en cuisine sur site. C'est prévu. Et nous avons 2 crèches qui disposent également d'une cuisine sur site, mais avec des cuisiniers villes. Et non pas des cuisiniers Happy, ce sont les Oursons et Poisson Lune, mais en fait, d'ici la rentrée 2027, nous aurons l'intégralité... 2026, oui, ça y est, ça arrive vite, 2026, nous aurons l'intégralité de nos crèches avec des cuisiniers sur place pour faire la cuisine aux bébés accueillis dans nos structures. Voilà, c'était l'occasion de le rappeler. Pas de difficulté sur cette convention de groupement de commandes pour relancer le marché, il n'y en a pas, je mets aux voix qui est pour... Avis contraire, abstention, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Autre convention de groupement de commandes, Madame Deschiens, s'il vous plaît, cette fois-ci Ville CCAS, où on passe un marché pour le contrôle périodique réglementaire des installations et équipements techniques situés dans nos bâtiments. Là aussi, pas de difficulté. Pas de difficulté, effectivement, Madame le maire. Le contrat actuel en vigueur depuis 2021 arrivera à échéance le 11 juillet 2026. Donc, il convient de
nous autoriser à relancer la procédure. Très bien, pas de difficulté non plus. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie, Monsieur Robert. Dernier groupement de commandes, Ville, Caisse des écoles pour l'acquisition de fournitures administratives. Les petits cahiers, les petites gommes. Tout à fait, Madame le maire, vous avez tout dit, les petits cahiers, les petites gommes pour la Caisse des écoles et la ville. Groupement de commandes. Très bien. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous passons à la question orale posée par Madame Fondeur, à qui je passe la parole. Allez-y, Madame Fondeur, pour votre question orale. Merci, Madame le maire. Effectivement, une question orale pour comprendre comment seront gérées les nuisances liées aux futures constructions à Levallois-Côté Neuilly et quand sera actualisée l'étude de circulation qui concerne ce quartier. Le Levallois-Côté Neuilly s'apprête à connaître de nombreux chantiers de construction avec à la clé une nouvelle densification et on peut s'interroger sur les mesures concrètes qui seront mises en place pour limiter les nuisances sonores, la circulation des engins pendant la durée des chantiers, puis des véhicules après leur achèvement, la propreté des abords et les perturbations de la vie quotidienne. Lors du dernier conseil, Madame Coville a présenté donc le rapport développement durable et a évoqué une ville apaisée. De même, on parle de ville sereine, etc. Pouvez-vous nous préciser quelles dispositions concrètes la municipalité envisage pour encadrer ces chantiers, notamment en matière d'horaire, de circulation, de coordination entre les différents acteurs, de communication avec les riverains et de respect des règles environnementales? Par ailleurs, compte tenu de l'augmentation de la population, d'un surcroît d'activité, notamment pour le nouvel hôpital, qui va accueillir donc plus de trafic, et des flux de circulation attendus, j'aimerais vous demander de réaliser une nouvelle étude de circulation, véhicules, piétons, vélos, pour anticiper les besoins en infrastructure et en sécurité. La dernière étude, initiée par l'hôpital franco-britannique, remonte à 2022, et depuis, la donne a changé. Le nouvel hôpital Hartmann, le projet de l'hôpital franco-britannique, le projet dit Hutchinson, dit Grefful, l'ancien bureau de poste de Boyle-Voyant-Couturier, donc Postimo, mais également l'école Georges Sand qui va être transformée, etc., etc. Merci de nous préciser à quelle échéance cette étude pourrait être menée. Merci. Je vous remercie, Madame Fondeur. Je vais laisser Madame Coville répondre à votre question. Merci, Madame le maire. Madame Fondeur, finalement, c'est une question qui a le mérite de nous permettre de détailler les dispositions concrètes mises en place par la municipalité pour encadrer les chantiers. En amont du démarrage du chantier, les services de la ville, qui sont connus comme la DPRSE, la police municipale et la direction de la voirie, prennent attache avec les responsables de chantier pour leur rappeler 2-3 principes. Les exigences réglementaires liées à la charte de chantier à faible nuisance. Il existe une charte qui précise à toutes les entreprises comment elles doivent gérer les chantiers. Le respect des horaires de chantier conformément à l'arrêté municipal en vigueur. Je rappelle, c'est de 8h à 18h du lundi au vendredi. Enfin, la gestion des déchets, la sécurité des cheminements piétons aux abords des chantiers, l'entretien et la propreté du chantier. Juste pour anecdote, très récemment, à l'occasion d'un chantier, une personne avait des difficultés, qui était en handicap, avait des difficultés. Elle a été reçue par le directeur de la voirie, par le chef de chantier. On a regardé avec elle tout ce qui pouvait être fait. On ne peut pas laisser croire que ce genre de sujets ne sont pas pris en compte par la municipalité. D'ailleurs, ça serait dire que les agents ne font pas... les agents sont dévoués et ils font tout ce qu'ils peuvent, y compris pour des cas particuliers. Un point spécifique est également effectué concernant les moyens mis en œuvre afin de lutter contre les nuisances sonores. Mise en place de bâches acoustiques, relevés sonores, il existe des capteurs qui nous permettent d'évaluer la teneur des nuisances et des décibels. Ces capteurs peuvent être posés, déposés, c'est un outil qui nous permet d'évaluer les nuisances des chantiers. Ces réunions sont systématiquement suivies d'un compte-rendu
dont l'exécution est vérifiée tout au long de la durée du chantier. De plus, la municipalité a fait un choix important de créer un poste dédié au suivi des grands chantiers. Effectivement, il y a beaucoup de grands chantiers à Levallois, mais je précise juste un point, Madame Fondeur, vous le savez, une ville apaisée, ça n'est pas une ville morte, c'est une ville qui vit néanmoins. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais vous m'interpellez sur... J'ai effectivement parlé de ville apaisée, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une ville qui doit vivre. Et donc, la municipalité a fait le choix de créer un poste dédié au suivi des grands chantiers. Cet agent est l'interlocuteur direct des responsables de chantier, ainsi que des Levalloisiens qui auraient des interrogations ou des doléances. Je précise et je rappelle qu'il existe une adresse mail dédiée qui a été créée. Je peux vous la donner. C'est chantier@villelevallois.fr. Je précise que c'est chantier... Est-ce qu'elle est connue par tous les Levalloisiens? Est-ce que ça fait l'objet d'une communication? Et Madame Fondeur, l'intérêt de votre question d'aujourd'hui, c'est que ça me permet justement d'informer tous les Levalloisiens de cette situation. Et je pense que ce mail n'est pas considéré comme secret. Et On, donc, on le communique à chaque fois que des Levalloisiens nous sollicitent en amont ou en début de chantier, en s'inquiétant de savoir comment ça va se passer. On leur communique à ce moment-là l'adresse de Morad Kiri, enfin, l'adresse dédiée. Cet agent qui a été dédié à ce sujet, on se rend compte que c'est un sujet quand même de préoccupation pour les Levalloisiens et les habitants, rend systématiquement compte aux services concernés des éventuelles problématiques rencontrées. Cet agent suit notamment aujourd'hui les chantiers du groupe scolaire Anatole France, la réhabilitation de l'immeuble BASF, qui effectivement est le carré Champéret. En cas de problème important de bruit et de non-respect des horaires de chantier, la ville a des moyens d'agir, ça aussi c'est important, pouvant aller en dernier ressort jusqu'à un arrêt temporaire du chantier. Concernant le deuxième volet de votre question, qui est l'urbanisation de notre commune, des mesures importantes ont été prises durant ce mandat afin d'éviter toute surdensification. On en a parlé à de nombreuses reprises au cours de divers conseils municipaux. Je citerai notamment, parce que c'est un outil intéressant, la réalisation du guide Habitat durable, qui est à votre disposition au service de l'urbanisme, et des différentes modifications du PLU qui ont été présentées dans cette Assemblée à diverses reprises. S'agissant de votre demande de réalisation d'une étude de circulation ou étude de flux, je tiens à vous indiquer qu'une nouvelle étude est en cours de réalisation. Vous aviez raison, la précédente datait de 2020. Les comptages vélos ont été réalisés au cours du mois de juin et le comptage des véhicules et poids lourds s'est prolongé en septembre et octobre dernier. Nous attendons désormais un retour complet de la part du bureau d'études pour mener une analyse fine des évolutions de la circulation qui nous permettra d'avoir une véritable cartographie de la différence entre 2020 et 2025. Il est à noter d'ailleurs que les projets cités ne remettront pas en cause la circulation dans le secteur concerné, en tout cas pas a priori, ni la sécurité des piétons, ni des cyclistes. Si le besoin se fait sentir, néanmoins, nous nous réserverons naturellement la possibilité de mener une étude de circulation complémentaire sur le secteur concerné, mais naturellement, vous comprendrez que c'est logique une fois les chantiers réalisés. Il n'est pas très pertinent de faire une étude de flux et de circulation pendant que les chantiers sont en cours. Voilà ce que je voulais vous préciser à la suite de votre question. J'espère que j'ai répondu à vos deux questions. Merci, Madame la maire. Merci pour ces précisions. Mais on a quand même une visibilité sur le nombre de logements qui vont être construits, donc on peut l'intégrer. Est-ce que ce sera intégré dans l'étude de flux? On parle de plusieurs centaines de logements quand même dans cette zone. L'avantage des outils, pardon, je peux répondre? Oui, bien sûr. L'avantage de l'étude de flux, c'est qu'on dispose de plusieurs outils. On peut bénéficier de cartographie, on peut avoir une enquête auprès des habitants pour savoir exactement quels sont leurs usages. Tout ça fait partie d'un processus d'analyse de flux et de circulation qui nous permet d'avoir une vraie cartographie. Il y a aussi des capteurs qui nous permettent de voir s'il y a plus de circulation, plus de vélos, plus de voitures. Donc tout ça se fait évidemment au fur et à mesure. Les outils, nous les avons. Nous avons déjà expérimenté des outils en utilisant parfois de l'IA, parfois des enquêtes auprès des habitants.
ça nous permettra de connaître exactement leurs habitudes. On ne peut pas a priori décréter que parce qu'il y a 2 logements dans un quartier, ça va changer drastiquement la circulation et le flux. On ne parle pas tout à fait de logement, je pense, mais bon. Merci, Madame Coville. Je me permets d'ajouter sur cette question de la densification, qui est effectivement une question qui nous préoccupe, qui me préoccupe. On est effectivement dans la ville la plus dense de France et on essaye de limiter autant que possible les constructions. Quand je dis autant que possible, comme je le rappelle souvent, on a quand même des obligations légales qui s'imposent à nous, notamment en matière de construction de logement social. Le gros des permis aujourd'hui qui sont délivrés, c'est aussi pour répondre à ces obligations de construction et de livraison de logements sociaux. J'ai demandé à l'urbanisme de me faire un petit travail pour regarder depuis 2020 quel type de logement, quel type de permis avait été autorisé et quel type de logement ils ont fait sortir de terre. En gros, depuis 2020, quand on regarde l'intégralité des permis qui ont été délivrés, on a environ 290 logements libres, familiaux, qui ont été autorisés, un peu plus de 300 logements sociaux qui ont été autorisés, et à peu près 300 logements étudiants, qui, eux, en général, les logements étudiants, ils n'arrivent ni avec leur voiture, ni avec femmes et enfants. Par définition, c'est des étudiants, donc ils sont bien moins consommateurs de services que ne peuvent l'être une famille qui habite dans un logement familial. J'ai demandé, mais alors je l'ai demandé ce matin à la direction de l'urbanisme de me faire ce même travail pour la période 2014-2020 et 2009-2014. À mon avis, on sera dans des ratios qui n'auront absolument rien à voir. Donc quand on parle de lutte contre la surdensification, c'est vraiment une préoccupation qui nous occupe. Alors c'est toujours pareil, en fait, dans le meilleur des mondes, on pourrait dire, moi je voudrais qu'il y ait 0 logement créé, moi je voudrais qu'on ait des parcs de partout, moi je voudrais qu'on ait aucun Levalloisien civique, et moi je voudrais qu'on ait aucune crotte de chien par terre. Moi aussi, hein, j'adorerais tout ça, sauf que ça c'est de l'ordre du vœu pieux, et quand on est obligé de faire avec des contraintes qui, encore une fois, s'imposent à nous, des contraintes étatiques qui s'imposent à nous, ou des documents d'urbanisme, des documents ou des schémas qui s'imposent à nous, on fait de notre mieux. Je peux vous dire que des permis que j'ai rejetés ou des promoteurs que j'ai refusé de rencontrer parce que justement ils me proposaient du logement, du co-living, du machin, j'en compte beaucoup, mais qu'il y a des moments où, encore une fois, des permis de logements sociaux, je ne vois pas pourquoi je les refuserais, parce qu'à un moment donné, on a des obligations, qu'on est carencé, que chaque année, vous le savez, on paye 2,5 millions d'euros de pénalités parce que justement, on n'a pas assez de logements sociaux, et qu'on a 3800 demandes en attente pour un logement social, dont 90% de Levalloisiens. Donc on ne peut pas se satisfaire et dire ah, non, moi je densifie plus parce que... Et je ne vous apprends rien en vous disant qu'à chaque fois qu'on délivre un permis pour du logement social, on a des recours en face. À chaque fois. Et les recours en face, on l'a aussi pour la maison de santé au 50 rue Marjolin, qui est une opération maison de santé, 8 logements sociaux au-dessus, on a des recours. L'hôpital, on a des recours. Et la crèche, on avait des recours. Tout le temps. Donc on fait notre maximum, non pas parce qu'on est des enthousiastes de la surdensification et qu'on aime voir les choses se construire, c'est aussi pour ça que je me bats, pour pas qu'on ait de requalification de bureaux en logement, où là on aurait des dizaines de milliers de mètres carrés qui deviendraient du logement, et là c'est pas 290 logements libres qu'on aurait sur un mandat, ce serait des centaines et des centaines et encore des centaines. Et ça, je m'y refuse. Malgré les nombreuses propositions et les nombreux promoteurs qui m'ont approché pour me le suggérer, d'autant plus que, alors pas ce préfet, mais l'ancien préfet, avait écrit, vous le savez peut-être, à tous les promoteurs pour leur dire c'est parti, il faut loger les franciliens en Île-de-France, dans des villes denses pour préserver la pleine terre. Donc il faut faire des immeubles qui montent, il faut surélever les hauteurs de partout, loger les franciliens à côté des zones où ils travaillent, notamment la Défense, etc. Donc ça aussi, on ne peut pas dire ah ben non, nous à Levallois, ça ne nous intéresse pas, parce qu'encore une fois, si tout ça, on ne le fait pas, ça peut être des grosses sanctions financières, voire des pénalités très lourdes qui tombent, comme c'est arrivé à Saint-Cloud, où aujourd'hui le maire a perdu la délivrance des permis de construire, parce qu'il ne se pliait pas à toutes ces obligations-là. Donc c'est aussi ce qui peut arriver, c'est-à-dire que le côté « moi je ne construis plus rien, c'est terminé », on a clairement la préfecture qui peut se fâcher très fort, parce que ce n'est pas du tout dans le sens de ce qui est demandé par les services de l'État, où ils veulent à l'inverse, et vous le savez, hein, qu'on surdensifie, qu'on préserve la pleine terre, qu'on fasse monter les hauteurs, et qu'on crée des logements là où les Français travaillent. Non, mais on a eu des espoirs quand on nous a dit que Levallois est une ville terminée, donc on espérait qu'il n'y aurait plus de construction. Jamais. C'est jamais. Donc si, c'est ce qu'on nous a dit au moment de la session de Georges Sand, quand on proposait de faire un autre projet et qu'on nous a dit que c'était une ville terminée. Donc voilà, donc c'était un faux espoir. Après,
le fait d'avoir quelque chose d'apaisé, effectivement, et de respectueux. Enfin, je prends l'exemple de l'école d'Olto, où les enfants sont soumis au bruit du chantier à côté. Après, ils vont aller au collège Danton, et il y aura peut-être le chantier en face, Anatole France. Et puis pour finir, ils iront au lycée à côté de Georges Sand. Ça fait, je veux dire, le chemin du bruit, ils vont le suivre toute la scolarité, ceux qui n'ont pas de chance. Donc, c'est quand même un peu malheureux. Donc, le séquencement, il n'est pas idéal, on va dire, en termes comment ça s'enchaîne. Encore une fois, on est une ville très petite, c'est-à-dire que dès qu'il y a un chantier, c'est nécessairement à proximité. Moi, mes filles ont été à l'école quand elles étaient en toute petite section, pile à côté. C'est fini, madame. C'est pour dire que c'est fini, le temps est écoulé. Ont été à l'école collées à un énorme chantier qui était collé à l'école, avec poussière, bruit, etc. Bon, aujourd'hui, mes filles savent lire et écrire. Oui, d'accord. Enfin, bon, il y en a aussi qui vont peut-être devenir sourds à force. Je ne sais pas, je vous dirai plus tard, peut-être. Oui, je ne sais pas. Non, puis voilà, par exemple, si je reprends le chantier Anatole France, et après on va terminer cette parenthèse, comme disait Mme Bourdet-Matisse, il y a un panneau qui dit, à côté, donc vous arrivez rue, qui dit cycliste pied-à-terre. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé de mettre pied-à-terre à cet endroit-là. Enfin, ce serait bien de contourner. Enfin, ça fait partie des choses qui pourraient être mises en place. Parce que mettre pied-à-terre quand on est cycliste et se mettre sur le trottoir du collège avec un vélo, c'est très dangereux. Enfin... Bon, là, on sort un petit peu de la question orale, si vous voulez bien, Madame Fondeur. Oui. Là, on est plus sur des sujets qui peuvent éventuellement être débattus en conseil de quartier, mais vous pouvez effectivement tout à fait en échanger plus avant avec Madame Coville, qui vous a apporté des réponses, je crois, assez précises, que j'ai pu compléter comme j'ai pu. Voilà. Bon, écoutez, merci. L'intégralité des points inscrits à l'ordre du jour ayant été examinés, la séance du conseil municipal est levée. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Noël, bonnes vacances en famille, bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Pour ceux qui n'en prennent pas, courage, et on se retrouve l'année prochaine.